Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La colonisation a pour but l'exploitation des avantages d'un territoire au profit de sa métropole. Les arguments généralement avancés par les colonisateurs pour justifier la colonisation sont souvent le développement de la civilisation, ou alors, la mission civilisatrice. En réalité, la colonisation ne sert pas les valeurs, elle sert plutôt des intérêts, étatiques ou privés. Mais pourquoi l'Occident voulait-il coloniser l'Afrique à tout prix? Suivons maintenant les analyses de nos invités, qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Ce matin, nous vous replongeons dans les heures peut-être les plus sombres et macabres de l'histoire de l'Afrique. On parle bien des heures d'esclavage. Oui, ces milliers d'hommes, de femmes et d'enfants déportés par-delà l'Atlantique pour des champs, des colons. L'esclavage, aujourd'hui encore, continue à faire ses comptes. Des comptes de sang, des comptes de douleur. Car oui, traumatisés, certains revivent encore des milliers d'années plus tard, des centaines d'années plus tard pour être plus exact, ces affres qui nous ont fait souffrir. À côté de l'esclavage, il y a eu aussi la colonisation. Alors peut-être parlant de la colonisation, Sédar Senghor dira que c'était un mal nécessaire. Est-ce que vous vous classez aussi devant ou derrière celui qui a pourtant été à une époque l'un des pendants de la négritude, ce mouvement noir qui revendiquait justement la paternité et l'existence même humaine de la race noire? De la négritude à la francophonie, a-t-il retourné sa veste? En tout cas, aujourd'hui, on ne se pose plus la question, mais on tendra à démontrer que ces différentes atteintes à l'humanité, aux droits les plus fondamentaux des humains, perpétrés justement par ces autres sur les Africains, méritent réparation. Il y va de notre dignité et nous devons la réclamer, la scander et la revendiquer. Alors quels sont les éléments qui nous permettent de dire, sans risque de nous tromper et avec une certitude cartésienne, que la réparation est un signe justement de la reconnaissance de notre dignité? Pour en parler avec beaucoup de plaisir, je vous reçois. Une fois encore, Abdul Kadir Ngoura, on parle de l'esclavage et de la colonisation comme étant des torts qu'on ne saurait tolérer. Effectivement, ce sont des mots qu'on va les classer désormais ici qui ont dicté leur loi sur le continent africain pendant des siècles. En prenant juste l'exemple de l'esclavage, c'est plus de 4 siècles de domination sur le continent africain, environ 400 ans d'assujettissement ou encore de dépendance. Et on nous parle avec des chiffres ici, entre 12 et 18 millions d'Africains exportés ou bien transportés de l'Afrique pour l'Amérique ou encore l'Europe afin de travailler dans des plantations ou encore dans des mines pour contribuer au développement de ces continents-là. En contrepartie, l'Afrique recevait des produits manufacturés, semi-finis ou encore des produits nuisibles tels que l'alcool, le tissu ou encore les armes qui n'étaient pas du tout à jour ou bien à point du côté de l'Europe, des armes qu'on n'utilisait plus. Ce sont ces produits-là qui faisaient donc inondation sur le continent africain afin d'échanger contre des hommes valides, les meilleurs hommes du continent qui ont été donc transportés, comme on l'a dit ici, du côté de ces différents continents-là au nom de l'esclavage. Les conséquences sur le continent africain aujourd'hui s'observent à divers niveaux. D'abord, au niveau de la démographie, l'Afrique a été vidée donc de ses plus grands hommes, des hommes valides. À côté de cela, ce sont des royaumes et des empires qui ont été détruits. On a parlé de l'empire du Mali ici, qui le premier, disons, à être, qui faisait le premier élément à être détruit par cette histoire d'esclavagisme. À côté de cela, l'empire Songhai, qui a donc été détruit par le Maroc après 9 ans seulement d'invasion des Occidentaux ou encore ces colons-là qui sont arrivés sur le continent au nom de l'esclavage. L'Afrique reste aujourd'hui encore sur le terrain du commerce international, le parent pauvre parce que les échanges n'étaient pas du tout objectifs ou encore les termes d'échange étaient ici biaisés. Seul continent à exporter pratiquement
tout sur son territoire après autant d'années de domination. Aujourd'hui, il y a deux dates qui retiennent particulièrement notre attention parmi les dizaines, disons, qui existent. Il y a l'année 1672 qui marque cette année-là d'édiction ou bien d'adoption des primes aux négriers qui venaient donc sur le continent africain. Chaque négrier qui rapportait, disons, un esclave du côté de l'Occident avait droit à 15 livres qui étaient pratiquement une fortune à l'époque. Donc chaque négrier qui transportait un Africain du côté de l'Occident avait droit à 15 livres comme récompense, comme pour dire ici que c'était quelque chose d'encouragé, quelque chose de valorisé. À côté de la date de 1672, on parle également de 1685 avec l'adoption du Code noir de l'esclavage qui a donc été édicté par ces différentes puissances-là. Et dans le Code noir, l'article qui retient particulièrement notre attention, c'est l'article 44 qui fait donc de l'esclave un bien matériel classé tel dont le propriétaire avait droit de vie ou de mort sur l'esclave qui se retrouvait donc du côté de l'Occident. Voilà donc ramasser l'impact de cette histoire-là qui a fini par détruire l'Afrique, mettre le continent à genoux. Et jusqu'aujourd'hui, il a du mal, le continent justement, à se relever. On le sait maintenant, de façon chiffrée. Peut-être avant, c'était juste des estimations. Mais grâce à vous, on sait exactement ce qu'il a perdu en termes d'hommes, mais aussi en termes de valeur. On reviendra encore sur cette affaire de dignité qui nous est si chère. Cela permet de faire un lien justement avec la notion de dédommagement. Effectivement, le dédommagement reste toujours d'actualité. La question est toujours d'actualité du côté du Royaume-Uni qui a donc aboli l'esclavage en 1863. C'est le premier pays à avoir dénoncé, disons, cette façon de faire là. C'est pas par philanthropisme, ou c'est pas par philanthropie à ce niveau, mais juste parce que le Royaume-Uni voulait à son niveau, promouvoir le progrès scientifique et technique qui était développé, qui avait donc le vent en poupe à cette période-là, donc qui voulait également vendre ses machines un peu partout à travers le continent. Donc le Royaume-Uni a été donc le premier pays à présenter ses excuses à la face du monde pour tous ces torts causés à l'endroit du continent africain. Et dans ce jeu, ce sont des églises qui ont pris le devant de la scène. À côté des églises, il y a également des banques. On nous parle jusqu'aujourd'hui de la Banque Atlantique qui a donc été, disons, parmi les premiers à présenter ses excuses en ce qui concerne l'esclavage. Du côté des États-Unis, où l'esclavage a été aboli en 1848, au moment de l'abolition de l'esclavage, au lieu de dédommager plutôt les esclaves ou encore les Africains, c'est plutôt les propriétaires d'esclaves qui ont été dédommagés, juste parce que on a considéré ici que c'était une façon de causer du tort à ces gens-là, une manière de compenser les multiples pertes économiques qui ont été occasionnés avec cette abolition de l'esclavage en 1843. La France, qui n'était pas du tout partisane de cette politique d'abolition de l'esclavage, a fini par se retrouver dans le même rang que les États-Unis également en 1848. Mais la France, de son côté, l'action à mettre à l'actif de ce pays-là, aujourd'hui, c'est elle a le mérite, disons la France, d'être le premier pays à qualifier juridiquement l'esclavage de crime contre l'humanité. Mais on s'arrête juste à ce niveau-là. Et c'est avec également le concours de cette dame qu'on appelle Christine Taubira, qui est également une descendante d'esclaves et qui se retrouve du côté de Guyane, qui a fait des pieds et des mains pour dénoncer cette affaire-là. C'est une dame politique qui a été ministre de la Justice à plusieurs reprises du côté de la France et c'était son cheval de bataille dans les années 1999 pour dénoncer, disons, et condamner cette façon de faire-là. La loi a été adoptée en 2001 au nom de la loi Taubira qui a donc été adoptée en 2001. Mais sur le continent africain, la seule action à mettre à l'actif du continent africain, c'est la libération de 250 000 esclaves du côté des colonies comme le Sénégal ou encore Saint-Louis, sans parler de Haïti par exemple,
qui a été le premier pays africain, le premier pays noir plutôt, on va le dire ici, excusez-moi, le premier pays noir à se retrouver dans ce jeu-là. Et en dehors de ces quelques actions, disons, minimes, l'Afrique est restée muette sur la question. Seul le Sénégal a essayé de faire comme la France en 2002 avec la loi du 27 avril qui condamne ou encore qui reconnaît aussi l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et les descendants de ces esclaves mènent toujours le combat avec, disons, des constructions des stèles à travers des pays africains. Mais sinon, le continent est resté muet. Et en ce qui concerne la question du dédommagement, on s'est arrêté juste au niveau des lois qui reconnaissent que c'est un crime contre l'humanité, ou encore les excuses comme celle du Royaume-Uni, qui a donc présenté ses excuses à la face du monde pour reconnaître que avec cette histoire d'esclavage, on a quand même causé du tort au continent africain. Alors avec cette histoire qui devrait normalement nous retourner au plus profond de nos êtres, la grande question c'est pourquoi est-ce que les Africains demeurent muets comme des carpes face à cette réalité, cette histoire faite de sang et de sacrifices alors qu'ils n'avaient rien demandé à personne? L'Afrique est restée mieux sur la question, effectivement, alors que de l'autre côté, avec des situations plus ou moins similaires comme les Juifs ou encore les Nippo-américains, il y a eu des actions qui ont été menées pour dédommager, disons, ces peuples-là, en prenant par exemple les Juifs aujourd'hui qui ont été victimes du régime nazi du côté de l'Allemagne à un moment donné, qui étaient aussi nombreux, bon, disons aussi moins nombreux que les Africains, ont eu à bénéficier chacun de 80 milliards, disons le peuple entier, 80 milliards pour, en guise de dédommagement par l'État allemand qui sortait d'une guerre où, où il était déclaré comme vaincu. Donc l'État allemand a été contraint de dédommager le peuple juif à hauteur de 80 milliards de dollars. Et aux États-Unis, il y a cette affaire des Nippo-américains qui a également fait les choux gras, disons, de la presse à un moment donné, avec l'emprisonnement d'un nombre très important des Japonais après la Deuxième Guerre mondiale. Et de ce côté également, il y a eu des dédommagements à hauteur de 20 000 dollars par personne cette fois-ci. Et leur nombre s'élevait à hauteur de 82 000. Mais ça tarde toujours en Afrique, puisqu'il n'y a pas une mobilisation derrière la question. On a vu Abiola dans les années 1994 qui avait porté la question du côté de l'organisation de l'Union africaine, aujourd'hui l'UA, qui avait porté donc la question non seulement sur le champ politique, mais également avait pris sur soi cette manière de faire là pour dénoncer de vive voix la question. Malheureusement, il a été emprisonné en 1993 à la suite d'un coup d'État mené de main de maître par Seydou Abacha. Il a été libéré en 1999 et le jour de sa libération, il a rendu l'âme de suite d'un malaise cardiaque. Donc on comprend qu'au niveau africain, il n'y a pas une mobilisation derrière la question. L'Afrique évolue aujourd'hui en rang dispersé. C'est beaucoup plus ceux qui viennent d'ailleurs, les descendants d'esclaves, que ce soit du côté des Amériques ou encore du côté de l'Europe, qui se retrouvent encore un peu partout à travers le monde, qui essaient à leur niveau de mener le combat, un retour à la maison avec la construction des stèles, comme nous venons de le dire, à travers le continent. Il est plus que jamais un temps que nous nous mobilisions derrière cet intérêt commun qui nous redonnera une âme. Il le faut. Et peut-être pour apporter un autre chiffre à la Shoah dont vous avez parlé, ce massacre des Juifs par les nazis, c'est environ 5 à 6 millions de Juifs qui ont été opprimés jusqu'à la mort par les nazis. On voit que c'est moins que le chiffre des Africains. Des Africains, où on parle entre 12 millions et 18 millions. Et jamais un crime n'a été orchestré de la sorte à travers le monde. Donc le continent africain a souffert, mais jusque-là, c'est le continent
le moins considéré, disons, quand on parle de ces questions-là. C'est vrai que du côté des États-Unis, on constate l'éveil avec les mouvements tels Black Lives Matter aujourd'hui qui essaient de se démarquer. Mais jusque-là, des actions concrètes sur le terrain, il n'y en a pas suffisamment à mettre à l'actif du continent africain. Alors on l'a embrayé déjà, une mobilisation qui est lente, si ce n'est inexistante même, derrière cet objectif qui devrait pourtant rassembler. C'est quoi le véritable problème dans cette revendication, ou plutôt, qu'est-ce qui manque encore aux Africains pour demander justement réclamer cette réparation? Pour l'exiger même, ce n'est pas une demande. Déjà, je pense ici, il y a l'impossibilité de dédommager vraiment au sens propre du terme de toutes ces générations-là qui ont été privées de liberté, de toutes ces générations-là utilisées d'une manière ou d'une autre dans des plantations ou bien sur des terrains, des mines qui n'étaient pas du tout appropriés. Il y a ce manque de considération du côté des Africains. Je pense aujourd'hui qu'on ne peut pas dédommager à hauteur toutes ces vies privées-là qui ont été, disons, privées de liberté. Mais en Afrique, on constate qu'il n'y a aucun texte aujourd'hui, aucun texte juridique repris dans que ce soit la Constitution ou bien dans les différents textes de loi de tous les 54 États africains, pour ne prendre que le continent sur la question. Donc on comprend que l'Afrique va en rendre dispersée sur la question aujourd'hui. Et cela n'honore pas le continent. Et à côté de cela, il y a cette volonté d'œuvrer pour l'avenir. L'Afrique aujourd'hui semble tourner beaucoup plus vers d'autres champs plus importants, des terrains avec des questions des questions de vie, donc qui sont plus importantes aujourd'hui que de retourner en arrière peut-être 400 ans plus tard. C'est ce que nombre des dirigeants africains nous font savoir. Il y a la question de Kofi Annan, puisque en 2002, on nous fait comprendre que du côté de l'Afrique du Sud, l'Afrique s'était mobilisée afin de porter la question du côté de l'ONU en 2002 avec à la suite de cette loi de Taubira adoptée en 2001 du côté de la France. Mais plutôt c'est Kofi Annan qui avait fait barrière à cette initiative-là au prétexte que l'Afrique n'avait pas véritablement besoin de ces dédommagements justement, mais plutôt elle doit se tourner vers des objectifs plus nobles tels, disons aujourd'hui, l'immigration clandestine, les questions de décolonisation ou encore les questions de l'impérialisme. Donc, on comprend que l'Africain n'avait même pas mis ces questions-là en ordre prioritaire sur le sujet. Et c'est bien dommage parce que quand on prend l'exemple qui nous est le plus patent d'un autre peuple opprimé, on reviendra justement sur le peuple juif, on sait bien que c'est ce dédommagement reçu de la part des nazis, ou plutôt de l'Allemagne de cette époque-là, qui leur a permis justement de penser, même de créer cet État juif. Et aujourd'hui, allant comme c'est allé, l'antisémitisme est devenu quelque chose de particulier aujourd'hui. On ne peut pas dire de mal d'un juif sans être traité de ce nom-là. Donc, on peut comprendre aisément que cette réparation n'a rien à voir avec de la lâcheté. Ce ne sont pas des pleurs que les Africains sont en train de faire, mais ce sont des revendications, somme toute, légitimes. Surtout qu'au niveau de la forme, les deux revendications sont similaires et fondamentalement, il y a également lieu de constater que les deux questions sont basées sur des bases judéo-chrétiennes aujourd'hui. Donc, au niveau de la forme, on comprend qu'il y a une similitude. Donc, l'Afrique est dans ses droits en temps normal de réclamer ces dédommagements-là. Mais on comprend aujourd'hui que, disons, avec tous ces auteurs et avec tous ces grandes figures qui se sont démarquées, disons, sur la scène publique pour parler de la question, on a compris que, selon eux, l'Afrique n'avait pas réellement besoin de se retourner encore 400 ans en arrière pour revenir sur des questions qui ont secoué le continent à un moment donné, mais plutôt il est temps de penser à l'avenir
du continent, de penser au développement, de penser également à la libération de tous ces pays-là. Voilà. On ne saurait avancer si on garde les yeux derrière, mais on ne saurait construire un avenir si on ne tire pas des leçons du passé tout autant. Cette question était à l'ordre du jour le 13 janvier 2021. On vous propose justement de revenir sur ce qui s'était dit et de déguster une fois encore l'objet de ce débat, tenu de main de maître par l'équipe Choc. À l'ordre du jour, c'était justement cette question de dédommagement et de réparation suite aux affres causées par l'esclavage et la colonisation. On vous propose ce petit extrait et on revient juste derrière. Historiquement, le premier esclavage des Noirs, c'est en Arabie. Pas en Afrique. En Arabie même. Je vais expliquer pourquoi. Historiquement, le premier esclavage tout court, qui implique le monde occidental, c'est en Occident même. Je laisse tomber la période romaine, hein. Je ne parle pas de l'Antiquité. Oui, dès que César fait la guerre, il prend des gens, il va... Allez-y, argumentez. Le statut était différent. Oui. Ça a évolué avec le Moyen-Âge dans ce qu'on appelle le servage, où le seigneur a droit de cuissage, il a droit à la récolte. Bon. Mais c'était des êtres humains de basse condition. On est d'accord? Bon. Mais l'esclavage, au sens des Occidentaux, c'est-à-dire que vous ne voyez pas que quand l'esclavage des Nord commence, l'industrie est déjà prête. Ils n'ont pas mis 10 ans, 20 ans pour s'organiser, c'était déjà prêt. C'est parce que quelque chose a précédé et ils se sont organisés et c'est né avec les banques. Ou si vous voulez, les banques sont nées en même temps. Puisque le mot banque vient de banc. Le banc compose sur les quais de Venise. Et qu'est-ce qu'on fait sur les quais de Venise? On vend les esclaves blancs. Les blanches, les femmes, les hommes. Et ces hommes étaient souvent pris des pays qu'on appelle aussi des pays dont les populations sont slaves. Et donc les Russes, par exemple. Vous voyez que ce n'est pas approprié de mettre les Russes et les Français sur le même plan quand on parle d'exploitation de l'Afrique. Non seulement eux n'ont jamais fait d'esclaves, mais eux ils ont été esclaves. On les vendait à Venise. Il y a des images, si vous voulez. Tu peux les trouver toi-même sur le net, et tu les fais passer sur DBS, a posteriori. Il y a des images, on voit des peintures encore aujourd'hui, on voit comment les Blancs vendent d'autres Blancs. Et la traite des Blanches a continué jusqu'au XXe siècle. Il y avait une traite des Blanches, on prend les femmes blanches, on les envoie au Proche-Orient. Chez les royautés du Golfe, là. Ça a continué. Donc, la traite des Noirs, précisément, commence en Arabie. Pourquoi? Parce que c'est à la base d'un génocide. C'est un génocide, parce que la population de base en Arabie, c'est les Noirs. Et le pouvoir politique est aussi un pouvoir noir. Ce n'est pas l'Arabie d'aujourd'hui. Ça commence avec un génocide, où on tue les Noirs. Et le pouvoir politique change de main. Et même le pouvoir religieux change de main. Parce que quand Mahomet vient, ses plus proches ne sont pas les blancs qu'on voit là. En tout cas, les peaux claires là. Ce sont des noirs. Lui-même, c'est pas sûr que Mahomet soit un blanc. Même métis. Il est peut-être tout simplement noir. Parce que la fameuse loi musulmane, qui ne veut pas qu'on représente Mahomet, vous avez jamais posé la question pourquoi. Mais parce que soit on le représente tel qu'il était, soit on blasphème. Parce que si on triche, c'est un blasphème. Donc autant ne pas le représenter. Parce qu'il n'a pas la couleur qu'il faudrait. Il n'est pas blanc, Mahomet. Jamais il peut être blanc. Merci beaucoup. Hein. J'ai pas fini. J'ai dit je chutais. Je pense que vous avez bien chuté. Non, parce qu'il faut faire la liaison. Là, je suis au prochain. Il faut que je fasse la liaison. Je reviens ici, je fasse la liaison. C'est pourquoi la traite négrière a duré longtemps en Afrique du côté oriental. 13 siècles. Mais attention, ce n'est pas au niveau quantitatif. Au niveau quantitatif, la traite, je peux faire un calcul là, si vous voulez. Je vous fais un calcul rapide. Je vous fais un calcul rapide. Pour vous montrer que la traite occidentale est la plus monstrueuse en quantité. Ce n'est pas la traite orientale. La traite orientale, c'est la plus longue, parce que ça continue même en Mauritanie, mais pas en quantité. La quantité, sur 400 ans, c'est la traite, je parle de la traite des Noirs, hein, c'est la traite occidentale. Le calcul est très simple. Les moyens, ils étaient entraînés déjà, eux. La traite orientale, quand Bafin doit commettre une erreur, mais ce n'est pas la sienne. C'est parce qu'il reprend l'histoire qu'on répète. Voilà. Quand il parle de Zanzibar, mais non. D'abord, Zanzibar, c'est un mot d'origine arabe. Zanzibar, c'est la côte des Noirs. Ça vient, c'est tardif. Ça, c'est 19e siècle. Et il y a un Noir connu, Tipou, qui prétend qu'il est d'origine persane, mais pourtant les Noirs, qui a été sultan à Zanzibar, qui pratiquait l'esclavage à partir de Zanzibar. Tipou Tip, un truc comme ça, Tipou Tip.
C'est lui qui a traumatisé les gens, même en RDC. Et c'est ça qui fait que ce traumatisme étant resté, alors qu'on est là au 10e siècle déjà. Que c'est resté dans la tête comme s'il y avait tout eu trait des nègres là-bas. Non, ces régions, la côte Swahili, c'est une région de gens riches, commerçants, et c'est des gens qui maîtrisaient leur territoire. Donc la traite, ce n'est pas venu depuis l'époque. Non, les petits boulots, c'est plutôt l'Afrique occidentale. La traite arabe, c'est l'Afrique occidentale. La traite orientale des Arabes, massive, ça c'est tardif, c'est du 18e, 19e siècle. Parce que l'Afrique était déjà déboussolée. On avait déjà secoué l'Afrique, détruit les structures sociales et tout. Voilà. Bon, donc, je vais donc faire le petit calcul pour chuter. Vous prenez les ports négriers sur la côte ouest africaine, je ne regarde pas la côte est africaine, parce que la côte c'est elle qui est devant l'Europe. Je vais te faire la démonstration par rapport à l'Europe. Donc si j'ajoute les autres, ça fait empirer hein? Donc, depuis Elmina, non, Gorée, Elmina, jusqu'à Luango, Luanda, vous avez au moins là, en passant par le Gabon, hein, Lopez et tout ça là, il y a au moins 11 ports négriers. Oui. Pour faire les calculs rapides, je vais prendre 10. En supposant que un bateau vient se ravitailler tous les mois en esclaves, comme c'était le cas ici à Bimbia. Vous voyez? Ça fait 10 ports, enfin 12, on est à 120. On est d'accord? Oui. Chaque bateau peut mettre au bas mot 400. Parfois, ça peut aller jusqu'à 600. Oui. Prenons 400. 400. Faites 120 fois 400. Et ça a duré 400 ans. Vous tombez à 19 200 000. Or, les chiffres que nous avons, c'est toujours 12 millions de gens pris en Afrique, en comptant même ceux qu'on a mis dans l'océan. C'est ridicule. Vous voyez le ridicule? Je pourrais même retomber sur les travaux de Madame Diop Maes, la veuve de Cheikh Anta Diop, qui a estimé la population de l'Afrique au XVIe siècle à 800 millions d'habitants. Or, en 1930, il n'y a que 130 millions d'habitants recensés sur toute l'Afrique, y compris l'Afrique du Nord. Où est parti le différentiel? Donc ça signifie que l'Afrique a perdu. Là, j'ai chuté. L'Afrique a perdu énormément du monde. Mais est-ce que, Patient Parfum d'Homme, justement, depuis, comme vous l'avez dit, ils n'ont jamais accepté, d'ailleurs, que le noir est un être humain, vont-ils justement accepter d'indemniser ces Africains, eux qui n'ont jamais cessé de piller l'Afrique? Mais c'est un combat. C'est un combat que nous devons mener, que nos États doivent mener, que nos intellectuels doivent intensifier, qu'on doit continuer d'organiser des colloques, on doit en parler à nos enfants, on doit l'inculquer dès la base à nos enfants, cette injustice, pour qu'eux, en grandissant, continuent d'amplifier. Même si le peuple noir est disparate aujourd'hui. Oui, mais il est disparate parce que, bon, comme Mbelek l'a dit, sa chute, on a vraiment été secoué. Et nous ressentons encore aujourd'hui les secousses, n'est-ce pas, de ce tsunami complètement qui a traversé notre continent et qui a déstructuré complètement toutes nos sociétés, surtout sur le plan culturel, au point où notre cerveau, aujourd'hui, accepte des choses qu'un homme normalement constitué n'accepterait jamais. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais il faut qu'on fasse une espèce de catharsis, c'est-à-dire qu'on recommence, oui, n'est-ce pas, une espèce de solution pour la guérison. Mais pour que cela soit possible, il faut commencer par ceux qui sont les plus réceptifs, sont capables d'engranger très rapidement un maximum d'informations et d'éducation, voire même de conditionnement. Ce sont les enfants. Si tu ne travailles pas avec les enfants, tu ne prépares pas l'avenir. Pour nous, c'est presque complètement foutu. Bon, ceux comme nous, comme Mbelek et le professeur Assoumu, qui peuvent encore avoir cette hauteur d'esprit pour poser ces problèmes tels qu'ils sont posés. On a eu une belle démonstration avec Dr Jean-Paul Mbelek ce matin. Tout à l'heure, je suis d'accord avec Mbelek que bon, la longueur d'un phénomène n'équivaut pas, ou bien n'est pas... ne démontre pas la gravité ou bien le débit, n'est-ce pas, de la difficulté qui a été menée. Cela est vrai. Je pense que sur le plan quantitatif, la traite occidentale a créé beaucoup plus de dégâts que la traite arabo-berbère. Mais la traite arabo-berbère aussi a instillé dans la tête de beaucoup d'Africains ce complexe d'infériorité. Il ne faut pas l'oublier. On castrait les gens pour qu'ils ne fassent pas d'enfants. Il a parlé d'Arabie. Comment ils ont fait? Ils ont castré les Noirs. C'est possible, si vous pouvez vous imaginer. Pour lui montrer que tu n'as pour seule fonction, oui, que d'être celui là-bas qui doit servir, de l'esclave. Tu n'es pas un être humain. On castre les jeunes enfants.
La traite arabo-berbère a été aussi d'une violence incroyable. Il faut bien qu'on le dise. Mais, je suis d'accord avec lui que, bon, tout calcul fait, prenons même la population de l'Afrique au début des années 60. Ça ne s'explique pas. Ça veut dire qu'il y a une dynamique qui est passée sur le continent qui explique que l'Afrique est cette population-là. Pourquoi subitement? Oui, on nous parle des avancées de la science. Jean Baudelaire a souligné, 800 millions d'habitants, finalement, on se retrouve avec 130 millions. Ça signifie que... Pourquoi cette implosion de la population africaine? Oui. C'est tout simplement parce que, enfin, quand la calmie relative est arrivée, on a montré que l'Africain était fécond. Donc, si nous sommes féconds, nos ancêtres étaient davantage que nous. Il n'y a pas d'autre solution. C'est une vérité. Ils étaient davantage que nous. Donc, je pense que nous devons continuer à nous battre. Oui. Nous devons continuer à nous battre pour dire aux Occidentaux, mais surtout à nous organiser pour réclamer. Tout à l'heure, avec le président Assoumou, avec le professeur, excusez-moi, professeur, je vous traite de président, on ne sait jamais. Il faut le devenir, ne vous inquiétez pas. On ne sait jamais, nous sommes dans une nouvelle année. Tout à l'heure, quand je disais, pour moi, ce n'est pas une affaire de compensation pécuniaire, la limite. Oui. Qui lèvent leur cou, qui lèvent leurs genoux de notre cou, et ils verront en quoi l'homme africain porte l'humanité sur son dos. Comment dire ça? L'humanisme de l'homme en général, c'est l'Africain qui le représente. Parce que nous allons leur apprendre, nous allons leur éduquer, nous allons donner comment dire ça, l'éducation de ce que c'est un être humain. Et là, je suis d'accord avec toi. Pour dire que dans un monde avec des gens normalement constitués, cette peste-là ne serait jamais arrivée au niveau de l'humanité. Et Mbelek a raison de dire que pendant des millénaires, l'homme noir a régné sur le monde. Mais il n'a pas mis en place de pareilles pratiques déshumanisantes. C'est parce qu'on a compris que c'était au-delà de la productivité, parce que même sur le plan de la productivité, c'était contre-productif humainement parlant. C'est pour cela que nous n'avons pas jeté toutes nos forces dans cette pratique-là. Mais je dis jusqu'au jour d'aujourd'hui, et selon le bas blesse, quand vous voyez un pays comme Haïti, parce qu'il y a aussi ces débats, vous voyez sur les corrélations, j'avais oublié la Mauritanie, on dit, ah, l'homme noir, ça ne vaut pas la peine. Ils ont vaincu Napoléon, mais regardez le sort d'Haïti. Haïti est toujours aujourd'hui backward. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'il y a eu quelque chose à l'indépendance d'Haïti qu'on appelle la dette d'indépendance. Haïti a continué de payer cette dette-là jusqu'au milieu du 20e, en 1950. Jusqu'en 1950. Je disais, donner le chiffre ici, elle était 150 millions de francs or. Oui. Et Thomas Piketty dit que si on fait une comparaison aujourd'hui, ça représente quelque chose comme 300% de PIB d'Haïti. Comment un pays comme ça peut s'en sortir? Et pour mieux encore pourrir la situation, en Haïti, on a créé des castes. On a créé des choses incroyables. Vous avez connu l'époque des tontons Macoute avec les Duvaliers. Au point où en Haïti, bizarrement, vous avez des castes de gens qui sont extrêmement riches. Et le gros de la population qui est dans une misère indescriptible. Et on fait dire que oui, c'est parce qu'ils aiment le vaudou, c'est parce qu'ils ont des pratiques culturelles aérées, c'est pour ça qu'ils ne se développent pas. Non, le fond du problème, il est ici. Il est dans la charge qu'on fait porter à un pays indépendant. Et c'est la même chose que la France a fait pour les pays africains indépendants. En sortant de l'indépendance, ils nous collent le franc CFA, qui était notre impôt, que nous continuons de payer jusqu'aujourd'hui. Et subitement, les Africains sont étonnés que nos pays ne soient pas développés. Voilà l'explication, le fondement de ce racisme primaire qui n'a jamais quitté, n'est-ce pas, l'esprit des élites françaises, qui sont une élite à la fois idiote, barbare, brutale. Sans raison. Mais sans raison. Et qui continuent aujourd'hui vraiment de vouloir inculquer à ceux des Africains, ceux de nos frères, à qui on a donné des espaces que j'appelle les décideurs de moment. De ne pas comprendre le sens de l'histoire. C'est pour ça que je les interpelle au premier point. Je ne peux pas sortir de là sans ne pas les interpeller. Quand je vois un président français s'asseoir dans une grande tribune des Nations Unies et parler au nom de l'Afrique, en plein 20e, comme on l'a vu avec M. Sarkozy, comme on le voit même avec M. Macron, un peu partout dans les COP 1000, COP, je ne sais pas quoi, j'ai mal au cœur. Quand je vois
des dirigeants africains qui assistent au sommet où on va parler de la forêt africaine, et que ce soit un dirigeant français qui se met devant et met les chefs d'État africains derrière lui et parle de la protection de ces forêts-là, je dis qu'il y a un problème. Nous en sommes encore là. Donc je pense sincèrement que nous devons encore nous battre, nous devons encore continuer de nous battre avec l'appui de nos frères. Il faut créer oui, excuse-moi, il faut créer des organisations qui vont mettre en avant cette quête-là, cette quête pour obliger à l'Europe de reconnaître, n'est-ce pas, que et l'esclavage, et la colonisation, et la néocolonisation sont des crimes contre l'humanité. Et pendant ce temps, professeur Assoumou, on va également préciser et relever que les États africains ne sont pas encore indépendants. Nous devons d'abord, nous sommes encore sous la domination politique, il faut le dire comme ça, de la France et bien sûr des autres pays européens. Oui, je voudrais d'abord revenir à la question que vous avez posée à mon ami et parfait. Oui. Nous devons être optimistes. Hein? Tout est question de temps. Il y a la pharmacie du temps. C'est très important. On a aboli l'esclavage. Oui. On a mis fin à la colonisation. Et l'apartheid. On a mis fin à l'apartheid. C'est un combat qui prend du temps. Mais je crois qu'on va finir par y arriver. J'ai dit qu'il y a un gros mensonge. Il y a eu un gros mensonge. Et le gros mensonge continue. On a pu croire aux Africains qu'ils étaient des sous-hommes. Au monde entier que les Africains étaient des sous-hommes. Et qu'on devait les traiter comme on l'a fait. Et il y a aujourd'hui même des Africains qui pensent qu'ils sont inférieurs. Ils sont très nombreux d'ailleurs qui pensent encore comme ça. Très nombreux. Que le blanc est meilleur, que le blanc est blanc. Et que le noir est noir. Tout à fait. Oui. C'est un gros mensonge. Mais vous savez ce qui s'est passé avec Cheikh Anta Diop par rapport à sa thèse de doctorat, qu'il n'a jamais pu soutenir en France pour des raisons que nous connaissons. Vous savez, même en Afrique, le sort qui lui a été réservé dans son pays. Mais aujourd'hui, vous savez ce que représente Cheikh Anta Diop en Afrique et dans l'histoire. Donc, il y a eu ce combat de Cheikh Anta Diop qui a porté ses fruits aujourd'hui. Il y a Théophile Obenga qui continue le combat. On l'a reçu il y a quelque temps au Cameroun. Qui, il faut le dire, parce que nous disons que nous nous situons dans un gros mensonge qui connaît beaucoup de difficultés au niveau de son activité scientifique, de son activité intellectuelle. Mais je pense qu'il est établi dans le monde entier aujourd'hui que des réalités qui avaient été tronquées, n'est-ce pas, ont été restaurées. Et c'est l'Afrique justement qui est restaurée. Il ne fait l'homme de qu'on doute aujourd'hui que l'Afrique est le berceau de l'humanité, grâce aux travaux des intellectuels. Et cela, ce n'est pas seulement les Africains. Vous trouvez aujourd'hui des Européens qui le reconnaissent, qui sont en train de l'enseigner que l'Afrique est le berceau de l'humanité, que le premier homme était noir, etc. Cela est établi. Donc je dis, il y a un problème de vérité. J'ai suivi l'argumentation du docteur Mbelek tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a même plus besoin de le démontrer. Franchement, c'était des allégations. Aujourd'hui, ceux qui ont tenu ce propos, je pense qu'ils en ont honte. Je crois même que l'Europe a honte de cette fameuse pratique de l'esclavage. Comme en Afrique du Sud aujourd'hui, on a honte d'avoir pratiqué la ségrégation raciale apartheid pendant des décennies. Et beaucoup d'Européens en ont honte. Et c'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à enseigner cela à leurs enfants. Parce que comment est-ce que les enfants vont comprendre que pendant des siècles, pendant 400 ans, des hommes, leurs parents, leurs ancêtres, ont vendu d'autres hommes. Et ce sont des générations qui aujourd'hui côtoient les Noirs dans les écoles, dans les universités, et qui savent que les Noirs sont des êtres humains, comme tous les autres, qu'ils sont intelligents. J'ai adoré la démonstration du docteur Belek tout à l'heure. Ils pourraient être plus intelligents, plus forts physiquement, etc. Donc c'est un gros mensonge. Le monde est en devoir de vérité. Il faut restaurer la vérité. Cela va prendre un peu de temps, mais je vous assure qu'on va y arriver. Vous savez, l'être humain est très complexe, hein? Oui. Mais l'être humain change au fur du temps. Au fur et à mesure que des événements
établissent, parce que ce sont des événements et ce sont des hommes également qui établissent un certain nombre de réalités, ces réalités qui deviennent des vérités et qui démantèlent tout le grand mensonge historique que nous avons connu. Les êtres humains évoluent et les générations actuelles ne sont pas comme des générations des années 60, des générations qui ont connu l'esclavage. Et je pense que les mentalités, parce qu'il est question de mentalité, justement, même au niveau des Africains, les mentalités ont évolué. Les générations actuelles n'ont plus l'esprit obnubilé par ce mythe du blanc. Je pense que ce sont des générations qui se sont émancipées et ce sont des générations qui vont relever un certain nombre de défis. Et c'est pour cela que je suis optimiste. Maintenant, vous dites les États africains qui sont toujours sous la domination. Vous savez, c'est une question de rapport de force. Je pense qu'on en a parlé ici il y a quelques mois. N'attendez pas qu'on nous déroule le tapis rouge. Les rapports entre les hommes, les rapports entre les États sont des rapports essentiellement conflictuels et c'est beaucoup plus au gré des intérêts. Et les intérêts sont le plus souvent des intérêts égoïstes. Donc, si les États européens ont intérêt à nous maintenir dans cet État pour en tirer les dividendes, davantage profit, ils vont le faire, voilà. Mais c'est à l'Africain de prendre conscience et de se battre pour que, n'est-ce pas, on a parlé de la restauration de la mémoire collective, que la mémoire collective soit restaurée et pour que on se débarrasse de ce joug. Parce que, en fait, il faut le dire, si on ne se débarrasse pas de ce joug, il sera très difficile pour l'Africain de se développer. Parce que sur tout le plan, sur le plan économique, sur le plan social, etc., nous ne sommes pas en pleine possession, n'est-ce pas, de tous nos atouts. Il faut que toutes les conditions soient réunies, que nous nous réapproprions nos atouts pour pouvoir avancer. Merci beaucoup, docteur, professeur Assoumou. Docteur Jean-Paul Bellet, vous également, vous êtes optimiste pour l'avenir, que forcément l'Afrique pourra redorer son blason, même si on sait pertinemment que cette Afrique a été spoliée, volée, escroquée, et pendant ce temps, les musées sont toujours remplis des objets d'art, eh bien, qui sont africains, et tous les jours, il faut préciser que des hommes, des femmes vont à la visite de ces musées et payent 12 €. Moi, je crois que beaucoup d'entre nos compatriotes, en tout cas camerounais, ne savent pas qui est l'homme blanc, oui, ou qui est le français. Il ne suffit pas de voir quelqu'un en face ou de fréquenter l'école avec lui ou aller au travail avec lui. Il faut vivre avec lui. Au quotidien même. Sentir sa respiration. Le surprendre au moment où il réagit sans contrôle. C'est parce que c'est son naturel qui va s'exprimer. À ce moment-là, parfait d'homme, tu peux tout rêver. Tu n'es pas prêt d'entendre ce que tu attends. Chez Cantab nous a prévenu. Il ne faut rien espérer de ces gens-là. Je vais donner quelques indicateurs. C'est pareil pour le professeur Assoumou. Vous pensez que les choses évoluent, que les gens, ils ont honte. Ils n'ont honte de rien du tout. C'est simple, hein. Moi, je justifie. Moi, quand je dis quelque chose, moi, j'ai respiré avec eux. Si au point qu'à un moment donné, ils ne se rendaient même pas compte que j'étais noir. Oui. Voilà. Moi, j'ai travaillé au CEA comme ça, l'énergie atomique. J'ai fait des missions pour la France. Mais je ne suis pas français. Je n'ai jamais fait de nationalité française. Tout le temps, j'ai vécu en France. Je suis de nationalité camerounaise. Mais j'ai fait des missions en tant que représentant de la France. Le commissariat de l'énergie atomique. À Saclay. Ils n'ont pas honte. Parce que s'ils avaient honte, ils arrêteraient. Et ils chercheraient à indemniser, même au prix le plus bas, pour s'en sortir. Quand on a honte, on règle. Non mais calme-toi, c'est bon, hein, n'en parle pas, on arrête là. Ils n'ont pas honte, puisqu'ils continuent à ciel ouvert. Sarkozy vient nous... Le Mémorial Act. Oui. Revenons justement sur le Mémorial Act. À Pointe-à-Pitre. Les Antillais s'en plaignent, non. Les élites antillaises s'en plaignent, c'est une insulte. Mais l'insulte à l'Afrique, mais nous on est loin, mais l'insulte aux populations locales même. Des gens sont battus pour sortir d'esclavage aux Antilles. Non, beaucoup de gens retiennent Haïti. Oui. Mais en Guadeloupe, il y a eu Delgrès. Il y a eu Ignace. Il y a eu Solitude, une femme qui, d'ailleurs, on l'a tuée, elle était enceinte. Et ces gens-là, par héroïsme, pour ne pas redevenir esclaves, ils se sont mis en haut d'une colline, ils ont mis la poudre, ils ont tous explosé.
pour ne pas retourner dans l'esclavage. Parce que les troupes de riches pensent, général de Bonaparte, envoyé pour rétablir l'esclavage, ceux qui n'ont pas réussi en Haïti, ils allaient le réussir en Guadeloupe par traîtrise d'un autre Antillais du nom de Pelage. Donc Pelage étant rallié à Richemont, ils ont eu le dessus sur les autres. Ils n'ont pas voulu retourner, ils se sont explosés. Or, au mémorial, on ne parle pas de ça. Et l'explosé finit par la franc-maçonnerie, Schulcher. Et c'est une éloge à la franc-maçonnerie qui a apporté la liberté. Ils plaisantent ou quoi? C'est encore les francs-maçons qui vont décider la colonisation en tant qu'œuvre civilisatrice. Attends, il faut être correct, quoi. Moi, je n'ai rien contre la franc-maçonnerie spécialement, je n'ai rien contre personne, mais disons la vérité, si elle existe. Et ça, c'est faux. Vous voyez? Ils insultent, vraiment. Enfin, il faut vraiment écouter les Antillais eux-mêmes, et qui ont été voir chez eux-mêmes le Memorial Act. Il faut voir même les anneaux de l'esclavage dans le 17e, en face de mon ancien lycée, lycée Carnot, Malesherbes. C'est une insulte à la race noire. Une insulte à la surface de ces noirs. Nous, dont nos ancêtres ont vécu l'esclavage. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Sarkozy vient à Dakar et se permet de dire n'importe quoi. L'université qui porte le nom de Cheikh Anta Diop même. C'est là qu'il vient insulter les Africains. Les Africains ne sont jamais assez ancrés dans l'histoire. Attendez. Regardez-le même quand il va j'allais dire inauguration, parce que actuellement on ne parle d'inauguration pour bientôt Biden là. L'investiture de Ouattara, l'arrogance qu'il affiche, alors que Ouattara c'est un usurpateur de pouvoir, on sait très bien que son mandat n'est pas mérité et qu'il est basé sur le sang. Hein? Parce que quand on dit qu'on a coupé la tête de quelqu'un, on tue sa tête comme un ballon de football et qu'il n'y a aucun procès, même l'État ivoirien ne dit rien. Mais attendez, le type il commence. Je laisse tomber la rébellion d'avant, je parle d'aujourd'hui. Mais c'est sur le sang. Mais Sarkozy était là avec son fils de façon arrogante. Donc ces gens-là, il n'y a pas de honte chez eux. Jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi? Nous avons des indices. Tant que le génocide arabe, pas africain, n'aura pas été reconnu, il n'y aura jamais de paix entre ces gens-là et nous. Et ces gens-là, ce n'est pas seulement les Occidentaux. Il faut aussi ajouter tous les talmudistes, parce que c'est marqué dans le Talmud, c'est pas la Torah le Talmud, que le noir, c'est même pas un homme. D'ailleurs, l'homme qui n'est pas juif, c'est pas un homme. Attali l'a confirmé dans une vidéo qui est encore sur YouTube. Le noir, c'est encore moins. Donc, si on dit que c'est un objet, c'est correct, d'après le Talmud. Or, les talmudistes sont encore là, c'est eux qui gèrent le monde, la Fed, les fameuses familles qui gèrent la Fed, Rothschild, Rockefeller, tout. C'est quoi? C'est pas les talmudistes. C'est eux, dont les ancêtres, avant Rothschild, ont commandé le génocide des Noirs en Arabie. Pour que ça arrive, il a fallu que l'un d'entre eux aille voir le roi des Perses à plusieurs reprises, parce que la première fois, le roi des Perses le néglige, ne le considère pas. Finalement, il donne une armée. Et c'est comme ça que le génocide commence en Arabie. Tant que cet acte n'aura pas été reconnu, il n'y aura pas de reconnaissance pour l'Afrique déjà. C'est le début de réparation. N'oubliez pas que l'Arabie, le Proche-Orient, n'est qu'une extension de l'Afrique. L'Afrique, c'est l'aire géographique. Mais au niveau humain, ça continue jusqu'en Inde. Parce qu'il y a eu une conférence à Durban en 2001. Ça a duré du 2 au 9 septembre 2001. 2 jours après, c'est septembre 11. C'était quoi? C'était sur le racisme, mais ça a débordé sur l'esclavage. Vous voyez? Et les talmudistes n'ont pas accepté ça. Donc, il fallait créer un événement. Cherchez peut-être le lien avec septembre pour balancer 11, justement cette conférence. 2 jours après. Oui, oui. Voilà. Et l'Inde était là. Quand on a touché le problème des Dalits, qu'on appelle communément en français les intouchables, on a dit non, ça n'a rien à voir, parlez pas de ça. Les Indiens, eux aussi sont complices. La complicité est très large. Tous ces gens, en fait c'est facile de les voir, tous ces gens-là qui font sur le système mondial, économique mondial là, ils ont des comptes à rendre à la race noire. Qu'elles soient en Inde, qu'elles soient en Afrique ou en Arabie, peu importe. Ou en Amérique, ils ont des comptes à rendre. Docteur Jean-Paul Mbelek, c'était justement lui le dernier intervenant pour cet autre extrait, une flashback dans le passé pour rappeler à notre mémoire l'importance qu'elle se doit de rester vive. Le sujet qui nous intéressait ce matin, c'est la réparation. Oui, l'indemnisation de tous les affres causés par l'esclavage et la colonisation. Il ressort de cet entretien quelque chose de primordial. Oui, les Africains sont fiers et peut-être diraient-ils, penseraient-ils, vous êtes peut-être nombreux à penser que c'est comme pleurnicher à l'égard d'un maître qui n'en était pas véritablement un, aujourd'hui encore, que de demander cette réparation.
que non. Il y va de notre dignité en tant qu'être humain. On a déploré le fait aujourd'hui que quand on vit d'une façon honorable, quand on s'habille bien, quand on a une hygiène de vie des plus appréciables, alors le compliment que ton frère noir te fait, c'est que tu ressembles à un blanc. Alors ça, c'est également un stigmate. Rester imprégné en nous de façon involontaire à notre âme défendant par la colonisation et par l'esclavage. Ce sentiment d'infériorité, ce complexe qu'on a entretenu durant des siècles provient justement de cet irréparable acte qui a été causé par des humains pourtant constitués comme nous. Il est de bon temps qu'aujourd'hui donc que nous repensions ces différents idéaux, que nous retournions à ces valeurs et revendiquer, exiger même s'il le faut, ces réparations est tout simplement un acte humain. Car oui, nous sommes humains. Voilà qui met un terme justement à cette autre édition de Riposte. C'était la dernière de la semaine. Mais on ne va pas se quitter sans remettre quelques points sur les i. Le combat qui nous incombe est un combat de tous les hommes, de toutes les femmes et de tous les enfants d'Afrique. Alors sur le champ, lorsque des hommes tombent et meurent ou sont blessés, il est de notre devoir impérieux, plus que jamais aujourd'hui, de continuer le combat. D'abord en honneur à ceux qui sont morts, mais pour donner du courage à ceux qui sont blessés. Nous ne pouvons pas nous permettre de marquer une trêve. Non. Peut-être repli stratégique, redéfinissons les différents axes qui nous permettront d'avoir la victoire finale, mais non, nous ne pouvons pas nous arrêter lorsque quelques-uns sont blessés. Ce serait leur manquer de respect, ce serait trahir nous aussi. Alors vous, de quel côté resterez-vous ? Resterez-vous sur le banc lorsque les vagues de l'opposition viendront frapper les quelques irréductibles qui continuent à poursuivre le combat, fussent-ils jeunes? Non. En tant qu'Africains, vous, nos pères et nos frères, vous devez de soutenir ceux qui reprennent le flambeau et qui continuent le même combat. Car ne l'oublions pas, nous sommes ici pour la même cause. Il conviendrait de préciser que la colonisation a beaucoup plus servi les intérêts des métropoles que ceux des peuples colonisés. Le colonialisme n'est autre chose qu'une politique d'occupation et d'exploitation économique, politique ou sociale d'un territoire par un État étranger. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.